Bon, et bah, il va falloir dire du bien de Las Vegas, hein. Alors pas que, je vous rassure, mais ouais, c'était pas si mal. Il y a environ 1 an et demi, la Formule 1 nous annonçait son retour à Las Vegas, un peu plus de 40 ans après le Grand Prix du Caesars Palace. Nouveau circuit, infrastructure gigantesque et projet impressionnant, la ville du jeu a mis le paquet pour accueillir la catégorie reine du sport automobile. On l'a très vite compris, la Formule 1 compte bien s'installer à Las Vegas. Elle est même allée jusqu'à débourser 240 millions de dollars pour s'offrir un terrain de 3 hectares en centre-ville sur lequel elle a construit l'impressionnant bâtiment des stands, histoire d'ajouter une belle touche Formule 1 dans le paysage de la ville qui ne dort jamais. Le décor, c'est le premier élément sur lequel nous a été vendu ce Grand Prix de Las Vegas avec des Formule 1 qui déboulent à plus de 350 km/h sur le célèbre strip passant entre les fameux hôtels et casinos comme le Bellagio ou encore le Caesars Palace. Las Vegas est une ville née pour le show et elle comptait bien le mettre en valeur avec l'arrivée de la Formule 1. On a donc eu le droit à une multitude de petits événements et de petites touches tout au long du week-end, pas si petits parfois, à commencer par les vibreurs peints aux couleurs du jeu, mais aussi un tournoi de golf entre pilotes de Formule 1 organisé par Netflix, ou encore, et c'est mon préféré, la possibilité de se marier dans le paddock de Formule 1, ce qu'ont fait un certain Jacques Villeneuve et son épouse Giulia. Magnifique, on félicite les mariés, c'est du très grand Jacques. Les équipes ont forcément joué le jeu de l'événement unique ce week-end avec une multitude de livrets spéciales, il y en avait dans tous les sens, 6 livrets complètement modifiés, toutes plus moyennes les unes que les autres franchement, à part la Ferrari qui était vraiment magnifique mais qui ne faisait pas spécialement référence à Las Vegas, c'était plutôt le passé de la Scuderia. Sinon, toutes les autres, franchement, n'étaient pas exceptionnelles. Ce qui me permet d'ailleurs de pousser un petit coup de gueule, si je peux le dire ainsi. Les livrets spéciales, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment, je suis un très grand fan. Mais cette année, il y en a eu tellement trop de livrets spéciales. Tue la livrée spéciale, là. On en oublie presque les couleurs habituelles des monoplaces. Un petit coucou à McLaren, où franchement, ça change tous les week-ends. Une fois de temps en temps, avec grand plaisir. Mais clairement, faut pas abuser. De même d'ailleurs pour les casques des pilotes ce week-end, où franchement, il n'y en avait pas un de vraiment magnifique. On se doutait aussi que l'on aurait le droit à une présentation des pilotes façon Austin 2017 ou Miami 2022 et ça n'a pas loupé. Alors à Miami c'était extrêmement gênant. À Austin en 2017 on s'était dit à l'époque que c'était une initiative intéressante, c'était pas parfait, c'était pas extraordinaire, mais pourquoi pas une fois de temps en temps si l'événement en valait la peine, ça pouvait se justifier. Et là, en l'occurrence, ce week-end, à Las Vegas, dans une ville exceptionnelle, avec un public qui ne connaît pas forcément si bien la Formule 1, bah ça se justifiait, sans que ce soit extraordinaire, c'était plutôt sympa. Par contre, ce que l'on craignait est forcément arrivé, ils sont allés trop loin, notamment en l'occurrence au moment de la présentation des pilotes juste avant la parade qui était faite par Bruce Buffett, qui est le speaker de l'UFC. C'est pas tout à fait le même univers. Et ça a donné lieu à la séquence la plus gênante du week-end. It's Sergio Checo Perez! Le Grand Prix de Las Vegas en matière d'événements a donc été plutôt une réussite. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de célébrités, quelques couacs forcément, mais dans l'ensemble une ambiance plutôt réussie. Si on aime forcément l'idée que la F1 aille à Las Vegas, ça c'est chacun son truc. Le strip circuit est un circuit moderne qui a été construit en fonction des contraintes de son environnement. On voulait faire un tracé en ville à Las Vegas qui emprunte le boulevard du strip sur 1,9 km. Forcément, c'est assez contraignant. Bon, vu d'un hélicoptère, objectif atteint, on a eu de très beaux panoramas, c'est très joli, ok. Mais par contre, quand on se penche sur le circuit en détail, qu'est-ce que c'est laid! Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à voir autre chose qu'un cochon. Ouais, c'est vraiment pas beau. Sur le papier, cette piste est une horreur des temps modernes. Beaucoup de longues lignes droites, des virages à angle droit et assez peu de challenge finalement pour les pilotes. Pas beaucoup de parties sinueuses et très techniques. Ça fait pas franchement rêver. Maintenant, en termes de spectacle, ça ne veut rien dire. Il y a quand même beaucoup de place pour faire des erreurs, notamment avec le manque d'adhérence. Bref, il fallait lui laisser sa chance. Sauf que dès les premières minutes, ça a été un fiasco.
À peine les essais libres lancés, Alex Albon est venu soulever une plaque d'égout que Carlos Sainz a explosé. Explication, sur ce circuit très bosselé, on retrouve une quarantaine de bouches d'égout qui, sur un malentendu, au passage d'une monoplace, peuvent pourquoi pas partir, se soulever, s'exploser, comme ça. Mais comment est-ce possible de construire un circuit de Formule 1 en ville sans penser à ça? C'est complètement aberrant. Enfin, peut-être pas aussi aberrant que ce qui suit. Parce que déjà, il a fallu 6 heures pour assainir le circuit, c'est-à-dire retirer les plaques d'égout, il y en avait une quarantaine sur l'ensemble de la piste, les combler avec du ciment et attendre que ce ciment sèche. Et regardez le résultat, franchement, c'est pas fameux. Mais ces plaques d'égout sont surtout très dangereuses. Celle du strip a troué le fond plat et cassé le châssis d'Esteban Ocon, de même avec le cockpit de Carlos Sainz, ce qui est extrêmement dangereux. Pour le pilote espagnol, ça va même encore plus loin puisque c'est allé jusqu'à toucher son moteur et ses batteries qu'il a fallu changer. Il a donc écopé de 10 places de pénalité sur la grille que la FIA a refusé de lui enlever. Et ça ne s'arrête pas là, déjà la séance d'essai libre 2 a terminé à 4 h du matin, du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. Or, les organisateurs n'avaient pas prévu de payer des heures supplémentaires, notamment pour la sécurité, si bien qu'il a fallu évacuer les spectateurs avant même celle qui est devenue la seule séance d'essai libre du vendredi. Donc ces spectateurs qui avaient payé plusieurs centaines voire milliers de dollars pour un billet, parfois juste pour le vendredi, n'ont vu que 8 minutes en piste et se sont vus indiquer la sortie. C'est absolument scandaleux. Et quelle a été la réponse de la Formule 1 à cela? Leur offrir 200 $ de bons d'achat pour acheter du merchandising des équipes ou du Grand Prix dans les boutiques. Mais on marche sur la tête, c'est complètement fou. Bref, après seulement 9 minutes d'essai libre le vendredi matin, le circuit avait déjà confirmé nos doutes et fait bien pire que cela. En qualification, on espérait au moins voir de la belle bagarre et des surprises dans la hiérarchie, et pour le coup, on a été servi. Ocon et les McLaren éliminés dès la Q1 en gros manque de performance. Hamilton pour 28 millième en Q2 en compagnie de Sergio Pérez. Grosse erreur de Red Bull qu'il a rentré à peu près 3 minutes avant la fin de la séance alors que tout le monde enchaînait les tours rapides et qu'il n'était pas à l'abri d'une élimination. Résultat, 8 équipes sur 10 mettent une voiture en Q3 avec notamment les 2 Williams, la Q3 de Logan Sargent à domicile, messieurs dames. Il faut saluer la performance des Williams qui sur la grille monopolisent la 3e ligne. Résultat incroyable, où elle se retrouve juste derrière un impressionnant Pierre Gasly. Devant, c'est un Charles Leclerc en pleine maîtrise depuis le début du week-end qui signe la pole position, malgré un dernier tour plein d'erreurs selon lui. Il aurait été rejoint en première ligne par son coéquipier Carlos Sainz, sans la fameuse pénalité de la bouche d'égout. Et du coup, c'est Max Verstappen deuxième qui gagne une place, pas spécialement en difficulté, mais simplement, il s'est retrouvé face à une Ferrari qui allait très très vite ce week-end. Une vraie opportunité de victoire pour les Rouges, donc la première pour Charles Leclerc cette saison. Ça promettait pour la course. Bon, nous y voilà. Il faut dire du bien du Grand Prix de Las Vegas. Ça y est, on y est. Malgré ce circuit horrible, il faut bien lui reconnaître qu'il est plutôt adapté au F1 moderne. Un premier virage très proche, large avec plusieurs trajectoires possibles. Tous les bons ingrédients pour un peu de folie, et ça n'a pas loupé. Verstappen prend un départ légèrement meilleur que Leclerc, il se jette sur lui au premier virage, c'est très agressif, c'est plus que limite, et ça lui vaudra 5 secondes de pénalité, mais il est passé. Derrière, les Espagnols partent en tête à queue, beaucoup de pilotes se retrouvent impliqués, notamment Bottas, Hamilton ou encore Pérez, c'est un petit peu le capharnaüm dans le premier virage. Tout au long du week-end, cette piste s'est aussi caractérisée par le manque d'adhérence. Et ça n'a pas manqué, en course, dès les premiers tours, Lando Norris se fait piéger et part à la faute dans un accident extrêmement violent. Il a par la suite été transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires. Heureusement tout va bien, mais ouais, belle frayeur. En piste, le spectacle se poursuit avec de nombreux dépassements qui montrent que l'on n'a pas vraiment besoin du DRS sur un circuit comme celui-ci. Alors petit aparté très rapide, je ne suis pas du tout contre le DRS en Formule 1. Pour moi, avec les F1 modernes, on en a encore besoin pour dépasser. Maintenant, sur un circuit comme celui-là, où on a une ligne droite d'1,9 km, il n'est pas indispensable et on pourrait faire ça. Avec donc autant de lignes droites, il est en fait assez difficile de creuser des écarts sur ce circuit, si bien que le groupe reste assez compact, il n'y a jamais plus de 3 secondes d'écart entre chacun des pilotes.
une belle file indienne, un beau cheminement, plutôt sympa. Mais la vraie bonne nouvelle de ce premier relais, c'est qu'en médium, la Ferrari a le rythme de la Red Bull, voire même Leclerc est plus rapide que Verstappen, si bien qu'avant l'arrêt au stand du Néerlandais, le Monégasque parvient à le dépasser. À ce moment-là, la situation semble très favorable à Leclerc. Verstappen s'arrête, effectue sa pénalité, ressort derrière George Russell. Cela semble même s'empirer lorsqu'il s'accroche avec la Mercedes, leur causant à tous deux des dégâts et une entrée en piste de la safety car. Sauf qu'en fait, celle-ci va venir sauver la course des Red Bull. Leclerc perd son avantage pneumatique puisqu'il s'était arrêté 5 tours plus tôt. Les Red Bull peuvent couvrir, reviennent sur lui et se retrouvent à 2 contre 1 face à la Ferrari. De plus, on sait bien que la Ferrari souffre avec les hards, notamment pour la mise en température. Et malgré une résistance assez acharnée, ce qui devait arriver arriva. Verstappen prend la tête de la course. Leclerc résiste quand même assez bien, il n'est pas complètement largué, jusqu'à ce qu'il commette une petite erreur dans le virage 14 et que Perez passe. On file alors vers un doublé Red Bull. Leclerc finit tout de même la course sur un superbe freinage pour venir passer Perez et récupérer cette deuxième place. Franchement, la manœuvre est splendide à 3 virages de la fin, je pense qu'on a tous apprécié. Mais forcément, à l'arrivée, il y a un petit peu de frustration. Fred Vasseur le disait, quand on double 3 fois Red Bull dans le Grand Prix, 2 fois Perez et 1 fois Verstappen, on s'imagine gagner et ça n'a pas été le cas. Peut-être que sans la safety car, Leclerc aurait pu s'imposer, mais dans la configuration de ce Grand Prix, à 2 voitures contre une, le Monégasque a maximisé sa performance. Il a fait un super week-end, c'était vraiment dur de faire mieux. Derrière, on va noter forcément les fantastiques remontées d'Esteban Ocon et de Lance Stroll qui terminent 4e et 5e. Franchement, ils ont fait des courses magnifiques, tout comme Oscar Piastri d'ailleurs, qui n'est pas récompensé en terminant 10e avec tout de même le meilleur tour. Mais on a eu dans l'ensemble un Grand Prix extrêmement chargé avec beaucoup de dépassements, plusieurs contacts. Je vous ai pas tout listé ici, loin de là, c'était pas le but. Mais à la fin, tout ça pour dire que ça donne une course plutôt convaincante. Bon, c'est là que ça devient complexe. Le Grand Prix de Las Vegas a globalement répondu à mes attentes. On a eu un grand spectacle, beaucoup de choses, beaucoup d'événements, quelques moments gênants, mais dans l'ensemble on a pu ressentir l'atmosphère de Las Vegas. Et disons-le, la course était franchement sympa. Elle aurait même été encore un petit peu bonifiée, je pense, avec une victoire de Charles Leclerc où on aurait vu autre chose cette saison. Pour nous Européens, à 7 h du matin, c'est pas franchement l'idéal, mais c'était quand même une belle course. Par contre, ce qui s'est passé vendredi est absolument inexcusable. Déjà pour les fans, payer 2000 balles pour ne pas voir des voitures rouler, c'est juste scandaleux. Mais surtout en matière de sécurité, comment un circuit qui se révèle aussi dangereux, aussi vite, a-t-il pu être homologué grade 1 ? Clairement, il y a du très gros boulot à faire là-dessus parce que ça n'est pas possible, d'autant qu'on le sait, le circuit de Las Vegas est un circuit en ville, très rapide. Il peut donc y avoir des crashs à haute vitesse, Norris l'a démontré, et il faut clairement être préparé à cela. Il est aussi intéressant d'écouter l'avis des pilotes. Bon, dans l'ensemble, ils ont quasiment tous joué le jeu. Certains ont semblé vraiment apprécier l'ambiance assez unique de Las Vegas, même si Max Verstappen n'a pas caché son dégoût, et c'est très bien d'ailleurs qu'il le fasse. Lui, le champion du monde, lui qui a une voix écoutée, c'est sûr qu'il n'était pas le seul à se sentir comme ça. Voilà, il n'a pas du tout aimé le côté spectacle qui prend largement le pas sur le sportif. Lui, il est là pour faire la course et rien d'autre. Bon alors, le Grand Prix de Las Vegas, oui ou non ? Oui, mais le circuit est horrible, aucun doute là-dessus. Mais il est adapté au F1 moderne. Ce Grand Prix est avant tout un show et c'est pas du tout l'essence de la Formule 1. Mais la F1 rencontre aussi un nouveau public, elle est désormais américaine, elle change, elle évolue, et un tel événement peut être, ma foi, plutôt intéressant à avoir dans son calendrier. Et c'est ce que je me dis en fait, un événement comme celui que l'on a eu ce week-end peut être une très bonne chose pour la Formule 1, mais il en faut qu'un seul dans la saison, pas plus. Donc on me vire là tous les Jeddah, les Miami et autres, on règle ces problèmes de sécurité impérativement, ça c'est plus possible, le fiasco du vendredi plus jamais. Et allez, pourquoi pas, je tolère. Voilà, on a fait le tour d'horizon de ce Grand Prix de Las Vegas sur le Strip Circuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié, si vous y retourneriez à Las Vegas. De toute façon, a priori, on n'aura pas trop le choix. Nous, on va continuer de suivre la F1 comme elle est et telle qu'elle évolue. De toute façon, on n'est malheureusement pas décisionnaire.
Mais on se retrouvera mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.